Bonjour à tous, un nouvel et dernier épisode consacré aux ressources de l'État. Nous avons vu dans le cadre des deux précédents épisodes les ressources fiscales de l'État ainsi que la catégorie finalement fourre-tout des ressources non fiscales qui se déduit à l'inverse de la définition donnée à la première. Et il convient maintenant de compléter le panorama en évoquant les fonds de concours. On se retrouve ici avec les trois classements possibles des ressources dont dispose le budget de l'État. Les fonds de concours présentent une caractéristique essentielle et c'est elle qui va véritablement primer dans la définition, c'est le respect dû à l'intention exprimée par la partie versante. En effet, le fonds de concours présente cette particularité qu'il est dédié, qu'il est affecté à une dépense déterminée. Ici, on l'aura compris, en totale exception par rapport au principe d'universalité budgétaire et au principe sous-jacent de non-affectation. Le fonds de concours est une affectation d'une recette à une dépense donnée. C'est même en cela qu'on peut assurer le respect de l'intention exprimée par la partie versante. Alors, les illustrations nous permettent de comprendre de manière assez spécifique l'intérêt du fonds de concours et du respect dû à l'intention de la partie versante. Pour les fonds les plus fréquemment rencontrés au sein du budget de l'État, il est question des participations à la construction, à la rénovation d'infrastructures le plus souvent routières, les routes, autoroutes, les ponts, les tunnels, pour lesquels plusieurs personnes morales de droit public vont participer, vont contribuer à sa réalisation. On le retrouve fréquemment sur les infrastructures routières. On le signale avec un panneau d'affichage sur lequel sont représentées la participation, le plus souvent en valeur relative, des différents contributeurs, qu'il s'agisse de l'État, de l'Europe, communes, départements, régions. Il faut bien comprendre que dans ces cas-là, il y aura un maître d'œuvre principal, le plus souvent l'État, vers lequel vont se tourner les entreprises qui auront contribué à la réalisation de l'investissement en lui présentant leurs factures. Bien évidemment, factures qui vont être payées par l'État sur la base également de la contribution des autres participants, des autres contributeurs. Et c'est la raison pour laquelle va s'établir un flux financier entre, par exemple, le budget de la commune participante et le budget de l'État, avec bien évidemment un objectif fixé, c'est-à-dire que ce flux financier ne sera pas destiné à alimenter le budget de l'État en tant que tel, mais à financer les dépenses correspondant à l'investissement à réaliser. Il y a donc un fléchage bien précis établi entre ces recettes et ces dépenses. C'est la même chose, autre exemple permettant d'illustrer cette catégorie des fonds de concours, lorsqu'il est question d'un don ou d'un legs, lorsqu'un donateur, lorsqu'un défunt décide par testament de faire don d'une somme d'argent, d'un patrimoine, alors ça peut être à l'État, mais on retrouve également cette catégorie des fonds de concours au niveau local, notamment au niveau des communes, assez fréquemment relayé d'ailleurs par la presse régionale lorsqu'il est question d'une personne âgée qui décédant fait don d'une partie de sa fortune pour l'entretien notamment par exemple de la maison de retraite communale qui est située sur le territoire de la commune. L'idée c'est bien de comprendre ici qu'il y a une affectation qui a été donnée par le donateur. On a une affectation qui va s'établir entre la dépense, entre la recette et la dépense à venir. Il faut bien comprendre que le fonds de concours, comme j'ai pu l'indiquer, est finalement un aménagement au principe d'universalité et au principe de non-affectation. Il s'agit d'établir très concrètement cette affectation entre la recette et la dépense. Alors voilà pour ces illustrations. Il faut comprendre que juridiquement, le suivi à établir entre la recette et la dépense est important. Pourquoi ? Parce que prenons l'exemple d'héritiers qui ont été pour partie déshérités. Il est bien évident que si l'État n'est pas capable de justifier de l'emploi de ces fonds conformément à l'intention exprimée par la partie versante, eh bien les héritiers auraient toute possibilité d'agir devant le juge afin d'obtenir l'annulation du testament et d'obtenir restitution des fonds qui n'auraient pas été utilisés en respectant cette intention exprimée. Donc voilà, caractéristique véritablement principale, respecter l'intention de la partie versante
versantes. C'est bien évidemment, on l'aura compris, ce qui va permettre la distinction à opérer entre le fonds de concours et la recette non fiscale. Si un don, si un legs est fait au profit de l'État ou d'une commune sans que le donateur ait exprimé une intention, c'est-à-dire sans qu'il y ait de fléchage de la recette par rapport à une dépense prédéterminée, eh bien, cette somme ne sera pas considérée comme étant un fonds de concours, mais sera alors considérée comme une recette non fiscale. Et c'est ce qui explique que des fonds qui d'apparence sont de même nature, de même origine, vont tantôt être classés en recettes non fiscales, tantôt être classés en fonds de concours, selon qu'il y ait eu ou pas une intention exprimée à l'origine du versement. Voilà l'intérêt essentiel ici de cette notion de fonds de concours qui représente chaque année, bon an mal an, de 4 voire 5 milliards d'euros dans le cadre du budget de l'État. Alors, pour illustrer encore le propos, je vous renvoie bien sûr au focus numéro 1 qui illustre en 2-3 minutes de manière très concrète l'usage que l'on peut faire des fonds de concours. Et en l'occurrence, il s'agit sur la région bretonne de la construction et de l'entretien du phare d'Eckmühl. Je vous renvoie donc à cette vidéo et j'en termine avec celle-ci. Nous en avons ici fait le tour avec l'étude des ressources, en tout cas sur les essentiels que vous aviez à appréhender en termes de notions, les essentiels de ces notions de ressources non fiscales, de ressources fiscales et de fonds de concours.